Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois d'avril et j'ai lu 4 romans. Donc on commence de suite avec le premier roman que j'ai lu, il s'agit d'un service de presse. Le roman s'intitule Séraphin T, l'autobiographie assassine et c'est écrit par Ekelfreux et publié aux éditions Noires. On est, comme le nom d'édition, sur un roman noir et même un peu dans le style polar, on pourrait dire. On va donc suivre Séraphin qui nous fait son portrait autobiographique, donc vraiment le narrateur et le personnage. Et en fait, c'est très paradoxal puisque en fait, il va nous raconter son histoire à travers 3 périodes clés de sa vie. Et ce qui est assez étrange et cocasse, c'est que la toute première période se déroule avant même qu'il soit né. En fait, c'est avant sa naissance. Donc c'est très particulier. C'est lorsque sa mère est enceinte. Donc il nous raconte en fait qu'est-ce qui s'est passé avant sa naissance. Ensuite, on a le deuxième chapitre, ou deuxième partie du moins, qui retrace, on va dire, son adolescence. Et ensuite, la troisième partie qui se passe des années plus tard, après un événement clé majeur de la partie 2, où là, il est un jeune adulte. L'histoire de Séraphin est très particulière puisque, en fait, sa mère est comment dire, une droguée, voilà, qui a des énormes problèmes financiers. Bon, le père, malheureusement, est l'un de ses clients puisque sa mère se prostitue également, car pour justement pouvoir payer sa drogue, elle n'a d'autre choix que de vendre son corps. Sauf que ça va être encore plus compliqué que ça, puisqu'en réalité, son père est un homme qui vient d'une famille assez influente, très riche. Et quand une partie de l'entourage du fameux fils de la famille va s'en apercevoir, va être au courant qu'il y a un enfant illégitime qui va bientôt naître, eh bien ils vont s'en mêler et ils vont envoyer un ancien commando pour assassiner la mère. Plus précisément, on a Ivan qui est un ancien soldat de l'Est qui n'a peur de rien. Mais je vais pas plus rentrer dans les détails de l'histoire parce que sinon je vais commencer à vous spoiler littéralement des éléments assez importants et puis voilà, je vais pas vous gâcher le plaisir si vous voulez vous lancer dans ce roman. Mais vous allez voir, il y a plein de péripéties, plein de rebondissements. Et en fait, surtout, c'est pas du tout une histoire anodine. Et le personnage n'est pas anodin non plus, puisque très vite, en voyant après Séraphin, une fois qu'il est adolescent, et après beaucoup plus tard, quand il est un jeune adulte, on va voir que il a une façon de réfléchir, une façon d'appréhender les choses qui n'est pas celle que l'on attend de quelqu'un, en fait, tout simplement. Où on sent que il y a quelque chose qui est en train de se développer en lui, quelque chose de noir. Mais donc j'ai bien aimé ce roman. Alors c'est pas le premier que je lis de l'écrivain, il avait écrit une trilogie avant que j'avais lu et beaucoup aimé. Et là on a donc ce roman qui est un one shot. Et en fait, j'ai été, comment dire, j'ai été assez surprise parce que j'ai commencé à sentir quand je suis arrivée vers la moitié du roman à peu près on va dire que ah, mais est-ce que ce ne serait pas quelque chose? Je vais vous le dire, mais c'est un spoiler, donc si jamais je mettrai dans le chapitre où aller pour pas vous faire spoiler. Mais en fait, j'ai commencé à me dire, mais ce Séraphin, il me dit quelque chose. Je trouve que la façon, justement, qu'il a de réfléchir, de préparer, enfin, d'organiser ses plans, bref, tout en fait en lui me crie un personnage de la trilogie que j'ai lue de l'auteur juste avant, il y a quelque chose. Et je me suis dit, mais est-ce que ce fameux Séraphin, ce serait pas notre cher tueur en série de la trilogie? Et donc, spoiler alerte, mais oui, en fait, c'est lui. Donc en fait, ce one-shot est en réalité un préquel à la trilogie du Poirot. Je vous redirige par là si jamais justement vers le premier tome que j'avais lu et que j'avais beaucoup aimé. On était sur quelque chose de très 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 comique. C'est-à-dire que vraiment, c'est en fait beaucoup d'absurde. C'est vraiment rocambolesque, ça part dans tous les sens. Dans celui-là, on a à nouveau un peu ce style-là où vraiment, en fait, nous, en tant que lecteurs, on rigole énormément. Il y a beaucoup d'ironie, j'ai envie de dire, où en fait, nous, on a vraiment ce point de vue extérieur et externe, et où en fait, on voit les personnages, leur façon de réfléchir, et en fait, on voit aussi leur, comment dire,
et on a accès à leur perception d'eux-mêmes. Sauf que nous, on est, comment dire, un peu plus conscient de la situation et donc parfois, en fait, on rit un peu, on se moque un peu, j'ai envie de dire, des personnages où on se dit, mais si tu savais. Mais on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus sombre où là, on a vraiment factuellement des personnages qui sont en danger, tout simplement, et d'autres qui sont déterminés à tuer et qui vraiment ne font pas preuve de la moindre sympathie ou empathie. Il n'y en a pas du tout. Le but, c'est de tuer. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine tension où on a un peu peur, que ce soit pour la mère ou ensuite pour Séraphin. Est-ce qu'ils vont se faire attraper? Est-ce qu'ils vont finir par se faire trucider ou non? Mais je vous dis, on a vraiment en fait cette ambivalence entre un côté très sérieux et en même temps un côté tellement perché et décalé que on a envie de rire. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Alors, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas de la part de l'écrivain, mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai bien aimé parce que, en fait, c'était assez. Notamment certains personnages comme Ivan, le fameux ancien soldat qui vient des pays de l'Est, qui vraiment, pour moi, représente le stéréotype et la caricature de l'ancien soldat, musclé comme jamais, qui a une détermination increvable et qui, comment dire, est une machine indestructible, qui est impossible quasiment à tuer, comme Terminator, quoi. Et en plus, il y a tout, même la mentalité, la façon de parler, de s'exprimer, vraiment, enfin, c'est tellement stéréotypé et je trouve caricatural que moi, ça m'a beaucoup fait rire. Ce qui est un peu aussi paradoxal, mais après, moi, j'ai bien aimé, enfin, ça m'a pas trop dérangé, c'est que, donc, le narrateur est Séraphin, et en fait, Séraphin est très dur avec les personnages, il les juge énormément, vraiment. Il est assez méprisant même. Je pourrais même aller jusque-là, vraiment, notamment vis-à-vis de sa mère. Et en fait, malgré cela, malgré le fait qu'on ait le point de vue très régulièrement de Séraphin, qu'on ait vraiment ses jugements, ses opinions, on arrive quand même, en tout cas ça a été mon cas, à quand même d'une certaine façon avoir un peu de la pitié, de l'empathie pour les autres personnages et à quand même se dire bah peut-être que lui il se dit si telle personne meurt c'est un peu bien fait, c'est mérité, mais moi j'ai pas forcément envie que ça arrive au personnage là. Et ce que j'ai aimé c'est que l'écrivain a réussi à faire en sorte que ce soit pas non plus trop, dans le sens où que vraiment Séraphin soit trop juste un personnage haineux, et que nous, en tant que lecteurs, on finisse par nous-mêmes ressentir du mépris pour lui, en fait, à ne vraiment pas l'aimer. J'ai pas ressenti ça malgré tout. Je dirais pas que je me suis particulièrement attachée à lui, par contre ça, c'est clair et net. Mais voilà, il y a eu quand même cette limite qui n'a pas été franchie, où je me suis pas dit non mais là c'est trop abusé, il est insupportable. Ça, je ne l'ai pas ressenti à aucun moment. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que je vous avoue que il y a un moment donné où j'ai eu peur malheureusement que le personnage continue à être aussi méchant en fait, tout simplement envers les autres dans ses ressentis. Et on n'atteint pas cette limite-là, enfin ce cap-là n'a pas été franchi. C'est très addictif au final parce qu'on a quand même à quasiment chaque fin de chapitre un nouveau rebondissement ou une nouvelle révélation. Malgré tout, il y a le problème de base, le principal qui commence au tout début du roman, qui vraiment poursuit le lecteur et les personnages jusqu'à la toute fin, qui fait qu'on est toujours tenu en haleine parce que jusqu'au bout on se dit mais est-ce que Séraphin va survivre? Est-ce que sa mère va survivre? On continue avec mes deux lectures suivantes dont je vais un peu parler en même temps parce qu'il s'agit de suite d'une saga. J'ai lu le tome 2 et le tome 3. Mais donc le tome 2 s'intitule Down Among the Sticks and Bones et le troisième s'intitule Beneath the Sugar Sky et c'est écrit par Shannon Maguire. Et c'est un univers très particulier. Là, on est sur de la dark fantasy. Donc vraiment dark, je tiens à le souligner parce que c'est quand même assez sombre. Enfin, en tout cas, le tome 1 était très sombre. On avait des gens qui mouraient dans des conditions atroces. Et on n'est pas là pour de la romance ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'ai adoré le tome 1 et que je me suis dit, bon, il est temps de lire le tome 2 et même les autres tomes. Quand on arrive dans le deuxième tome, on ne reprend pas l'histoire en fait du tome 1. Là, on
part en fait sur un énorme flashback où en fait on va suivre Jill et Jack. Et donc on va suivre justement leur arrivée, enfin non même pas, on va suivre le avant et le pendant. Donc on va suivre leur enfance avec notamment leurs parents pour vraiment comprendre en fait le contexte familial dans lequel elles ont grandi. Et où on est clairement sur des parents qui ont fait des enfants juste pour en fait être vus et perçus d'une certaine façon par la société. On est clairement dans le paraître à 100%. Et qui ont donc éduqué leurs filles en leur imposant une façon de se comporter et de se montrer face aux autres, avec notamment une qui va être un énorme garçon manqué parce qu'en fait le papa il voulait un garçon, il n'en a pas eu, donc il transforme un peu sa fille comme un garçon pour quand même susciter certaines réactions chez des collègues à lui. Et puis à contrario, la mère qui va pouponner à fond l'autre gamine à dire bah toi tu dois te comporter un peu comme une princesse, tu dois surtout pas te salir et ci et ça. Enfin bref, vraiment les deux extrêmes opposés si je vulgarise un peu. Et donc on suit leur contexte familial et ensuite on va les suivre dans l'univers qu'elles vont rejoindre puisque, petit rappel, mais donc dans cet univers, les enfants peuvent à un moment donné dans leur enfance se retrouver face à une porte. Alors la porte, elle peut se manifester par une porte littéralement dans leur maison, mais ça peut aussi être en ouvrant par exemple un coffre ou un rangement, il y a une porte qui apparaît dedans. Enfin bref, il y a plein de possibilités comme ça, mais voilà. Donc c'est un peu comme des portails en fait, tout simplement. Et donc si ils franchissent la porte ou le portail, ils se retrouvent dans un nouvel univers qui, techniquement, fait sens par rapport à leur personnalité et leur façon d'être, techniquement. Et elles vont se retrouver donc dans un nouvel univers qui est assez sombre puisqu'on a des vampires, on a des loups-garous, enfin bref, on a des créatures qui peuvent clairement les tuer en 2 secondes. Mais elles vont chacune se retrouver en fait, pour l'une on pourrait carrément dire sous le joug, mais pour l'autre on va dire qu'elle va avoir plutôt un chaperon puisqu'il s'agit d'un homme, si on peut dire chaperon. Je sais qu'on dit chaperonne mais je sais pas si on peut le dire au masculin, mais bon, on va dire chaperon. Qui est en fait donc pour le chaperon un scientifique qui mène des expériences, des expérimentations, c'est un peu aussi un médecin en quelque sorte. Et pour l'autre malheureusement il s'agit du maître du royaume, un grand et puissant vampire. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sinon ça pourrait être une vidéo excessivement longue si je vous raconte tout pour que vous compreniez l'univers. Mais donc on va les suivre dans ce royaume, comment elles vont grandir et comment justement elles vont enfin pouvoir, alors pas forcément pour toutes, mais en tout cas comment elles vont essayer de se défaire un peu justement de l'éducation que leurs parents leur ont offert, notamment ce côté garçon manqué, etc. Et en fait, on va voir que les tendances vont s'inverser entre les deux. J'ai adoré ce tome 2 parce que j'ai trouvé qu'on gardait ce côté très sombre du tome 1, même si là, j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus dans la psychologie, où vraiment, il y a eu des remarques, des passages de l'écrivaine où j'ai dit, mais c'est tellement vrai ce qu'elle dit, et c'est tellement en fait d'actualité valable et applicable à plein d'enfants, à plein de familles, dans notre monde à nous réel, évidemment, que j'ai adoré parce qu'en fait, il y avait vraiment des messages qui étaient lancés, envoyés par l'écrivaine à travers les personnages et à travers aussi ses remarques, parce que dans ces moments-là, en fait, le narrateur est excessivement subjectif et on sent qu'en fait, c'est l'écrivaine qui est en train de parler à travers son narrateur. Mais donc ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai adoré justement découvrir un nouveau monde et son fonctionnement. Dans le tome 2, en plus, on commence un peu plus à développer justement les mondes en eux-mêmes, comment ils fonctionnent, pourquoi il y a différents types de mondes. Et alors ça, c'est surtout dans le tome 3, en réalité, que c'est développé. Ce qui est un peu le point fort du tome 3, même si, et je vais après venir sur le tome 3, mais celui-là, je l'ai un peu moins bien aimé. Mais vraiment, ce tome 2 était super parce que j'ai trouvé que, pour le coup, les personnages, donc Jack et Jill, ont vraiment été super bien développés et on a tellement bien développé leur psychologie que même si évidemment on est contre certains de leurs choix ou leur façon de se comporter, je pense notamment à Jill, en fait on comprend pourquoi les filles en viennent à faire ce genre d'actes. En fait. J'ai tellement aimé cette lecture que quand je suis arrivée au tome 3, déjà bon, j'avais pas trop envie de quitter les filles, les personnages. Et puis surtout, j'étais pas prête à me retrouver dans un monde à l'opposé total. Alors déjà, dans le tome 3, on retourne
à là où on s'était arrêté dans le tome 1, avec une légère ellipse quand même. Mais voilà, on retourne à l'histoire de base. Donc je me suis dit, ah bon bah cool, bon, on va voir ce qui se passe. Et en fait, on part sur une nouvelle intrigue. Et cette nouvelle intrigue fait que l'on se retrouve dans un nouveau monde où là, en fait, on est dans quelque chose de très coloré, avec beaucoup de sucre, plein de gâteaux de partout. Et en fait, bah, d'un coup, j'ai beaucoup moins aimé parce que même si je trouvais qu'il y avait des petites références quand même à Alice au Pays des Merveilles, notamment avec la reine complètement tyrannique, j'ai eu du mal, j'ai beaucoup moins accroché. Et en plus de ça, on a eu des nouveaux personnages d'un coup, donc en plus je me suis dit, ah bon, bah les personnages que j'avais envie de voir un peu plus, ou justement dont j'avais envie qu'on se focalise un peu plus sur leur histoire à eux, j'ai compris, c'est pas prévu pour le moment, je pense que ce sera prévu dans l'un des autres tomes, puisqu'il y a beaucoup de tomes, il y en a 11 ou 12, quelque chose comme ça. Mais voilà, le tome 3, j'ai moins aimé, parce que c'était très coloré, très particulier, encore plus tiré par les cheveux, puisque là on était vraiment sur un royaume pas du tout logique, puisque en fait pareil, mais au niveau des royaumes, il y a différents types de royaumes selon différents axes. On va avoir des royaumes qui vont être dans la raison et la logique, d'autres à contrario dans l'absurde, vraiment ils appellent ça le nonsense. On a aussi ce qui n'est pas logique, enfin bref, et c'est très très particulier. Et là du coup on a été sur un royaume comme ça où les règles, les règles, pour le peu qu'il y en a, ne font aucun sens pour nous humains. On se dit, mais. En fait, c'est vraiment, ça nous fait un peu déconstruire notre façon de penser et notre cerveau quand on a ce genre d'univers-là. J'espère que vous aurez compris ce que je dis. C'est vrai que c'est un peu délicat parce que je parle de suite de tomes. Je sais pas honnêtement si je vous parlerai des tomes suivants, les tomes 4, etc., quand je les lirai parce que. Bah, en fait, si vous n'avez pas lu les premiers tomes, vous, ça va pas vous parler, je pense, du tout, et puis ça va pas vous intéresser. Donc je pense que je le ferai pas. Déjà là, vous me direz si c'était compréhensible ou pas. Et on termine avec ma dernière lecture pour le book club du mois d'avril. J'ai lu Un psaume pour les recyclés sauvages, écrit par Becky Chambers et publié aux éditions La Talente. C'est un premier tome d'une duologie, si j'ai bien compris. Il me semble pas qu'il y ait d'autres tomes de prévus après. Et alors, j'espère que je vais être claire. J'ai peur que ça fasse comme les romans juste avant où vous allez dire ouais, je comprends pas trop parce que en fait, c'est une histoire très 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 particulière. On est sur un univers futuriste. On pourrait dire même un roman d'anticipation puisque on est sur la Terre telle qu'on la connaît, la Terre, mais dans des siècles à venir et avec des humains qui ont un mode de vie complètement différent de celui qu'on a actuellement. Où en fait, il y a eu ce qu'on appelle la transition, qui a été le moment où les hommes ont complètement changé leur façon de vivre, puisque avant la transition, ils avaient plein de robots, de machines, qui étaient utilisés pour plein de choses, notamment les usines, qui vraiment étaient exploitées pour ça. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que les robots ont un jour décidé de partir. Ils ont dit, si je vulgarise, on en a marre, on ne veut plus travailler pour vous, on vous laisse tranquille, mais laissez-nous tranquille nous aussi, on part, on s'en va. Qui a forcé les humains donc à changer complètement leur façon de vivre. Donc nous on est sur 200 ans après la transition, donc 200 ans notamment après le départ des robots. Et les humains ont une façon de vivre qui est très écologiste, très respectueuse de la nature. Et on suit Dex. Alors, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, puisque Dex ne s'identifie à aucun genre, et dans le roman, on a les pronoms Yel pour parler de Dex. Donc je vous avoue que j'ai jamais pu vraiment... Je sais pas. J'ai dû m'habituer déjà au Yel, parce que j'ai pas l'habitude de ça. Mais voilà, peu importe. Et Dex, en fait, un peu sur un coup de tête, et aussi parce qu'on sent que il ou elle en a un peu marre, et je sais pas, se cherche un peu, part de son village et va devenir un moine d'été. Voilà. Un moine d'été, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va en fait voyager de village en village et qui va offrir des thés, préparer des thés aux personnes selon justement leurs besoins. En fait, les personnes viennent, se confient, parlent et le moine d'été, suite à un peu à leur confession, va leur
vraiment leur proposer un breuvage personnalisé. Ensuite Dex qui au début a un peu de mal et puis très vite après on se rend compte que ça marche super bien et même Dex est demandé un peu de partout. Sauf que Dex, dans le fond, commence à être un peu lassé et puis on sent en fait que il ou elle est toujours en train de se chercher en fait, de se poser des questions. Et donc un jour, alors que il ou elle devait se rendre dans un nouveau village, sur un coup de tête, il va changer de chemin et prendre un chemin qui a été abandonné par les humains depuis fort 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 longtemps. Et il va en fait se diriger vers l'ermitage. Alors l'ermitage, je ne savais pas ce que ça voulait dire ce mot, et en fait c'est un lieu de retrait, c'est en lien avec la religion pour vraiment vivre temporairement loin des populations. Avec sa roulotte, il ou elle part sur ce chemin. Et au bout de quelques temps, il ou elle va rencontrer un robot. Il faut savoir que les humains n'ont pas rencontré de robot depuis plus de 200 ans. Et ce robot, en fait, va dire très clairement à Dex que il a été plus ou moins envoyé par ses congénères et que, en fait, ils veulent juste voir comment les humains s'en sortent depuis tout ce temps, depuis qu'ils ne vivent plus avec l'aide des robots. Et aussi, il se pose la question de quoi ont besoin les hommes. Le robot, qui s'appelle Omphale, va suivre Dex jusqu'à l'ermitage parce que son but au robot, c'est de vraiment recueillir le plus de témoignages possible pour vraiment comprendre comment les hommes ont évolué, etc. Enfin bref. Et donc, pendant tout leur trajet, tout leur voyage ensemble, qui ne va pas être sans périple, il va y avoir plein d'échanges entre Omphale et Dex, beaucoup d'échanges philosophiques qui en fait résonnent en nous, lecteurs. Et donc je passe sur mon avis, mais j'ai beaucoup aimé ce roman qui au début honnêtement m'a fait un peu peur parce que les 35 voire presque 40 premières pages, sachant qu'il fait que 130 pages, hein, donc c'est quand même une grosse portion du livre, étaient assez difficiles à assimiler et à passer parce que c'est très 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 perché en fait au début parce que on est vraiment sur un mode de fonctionnement et de vie complètement différent de ce que nous on connaît et en fait même c'est inexistant pour nous à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, où vraiment on a même des humains qui suivent une religion que je ne connais pas. Mais après une fois que justement en fait Dex et comment dire, un moine d'été bien établi, c'est là que on est bien dans l'histoire, bien ancré et qu'on comprend un peu ce qui se passe. Mais j'ai adoré. J'ai adoré vraiment les échanges entre Omphale et Dex parce que c'était pour moi une façon de faire réfléchir le lecteur en même temps. Et j'ai noté les citations parce que j'ai adoré et je les ai même relues. Ça m'a beaucoup fait réfléchir et j'ai adoré parce que du coup j'en parlais à mon copain et je disais oui parce que tu vois il y a ce truc là et nana. Et en fait au final ça me faisait moi-même dialoguer et parler de ces sujets là et ça m'y faisait réfléchir avec mon copain. Et en fait j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé en fait tout le questionnement qu'offre l'écrivaine à travers les personnages, notamment sur cette fameuse question qui est de quoi les gens ont besoin. Puisqu'il y a vraiment tout ce questionnement autour des besoins de l'homme, puisque de nos jours, pour la plupart des êtres humains, les besoins primaires sont remplis. Mais pourtant, les gens ne sont quand même pas heureux. Pourquoi les gens ne sont pas heureux en fait ? Et il y a plein de questionnements comme ça aussi, de manière générale. Est-ce que l'homme a réellement besoin d'un but dans la vie, d'accomplir quelque chose pour être heureux, pour se sentir bien? Est-ce qu'on est si différent que ça des autres animaux? Et au milieu de tout ça, il y a aussi la question de la place de l'homme au sein de l'écosystème et de justement l'importance de garder un équilibre dans l'écosystème. Et donc j'ai beaucoup aimé parce que c'est une œuvre assez engagée mais pas du tout moralisatrice. Je trouve que c'est même justement une œuvre qui, en fait, est plutôt rassurante. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais il n'y a pas de... Il y a à aucun moment, il y a eu un sentiment alarmiste ou de oh là là, il y a eu une catastrophe. Enfin, on est justement dans un monde où les humains ont trouvé un mode de vie très paisible
en harmonie totale avec la nature. Et en fait, on est vraiment dans cette petite bulle. Je vais vous lire quelques citations que j'avais justement notées. Par exemple, parce que c'est vrai que les robots, on peut se dire que peut-être que nous-mêmes, on va, dans les décennies à venir, finir par en avoir dans notre quotidien. Et donc là, il y a notamment le personnage qui lui demande à Dex, enfin Dex qui lui demande, mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'en fait, les robots comme Onphal sont ce qu'on appelle des recyclés sauvages, puisque ce sont des nouveaux robots, c'est-à-dire qu'eux, vraiment, ils sont nés, si on peut dire ça comme ça, ou du moins créés, bien après la transition. C'est-à-dire que c'est pas du tout des robots qui dataient de l'époque des usines. C'est des robots qui ont été assemblés à partir de composants d'anciens robots. Et donc vraiment, il y a cette question très pertinente qui est, mais pourquoi en fait créer des nouveaux robots quand certains sont abîmés ou cassés? Pourquoi ne pas juste les réparer et être immortels? Et donc, Onfa lui répond, et je trouve la réponse magnifique. Et je me dis que, d'ailleurs, ceux qui essayent de chercher l'immortalité chez les humains devraient arrêter, que c'est complètement stupide. Mais donc, parce que rien d'autre dans l'univers ne fonctionne ainsi. Tout se casse et s'intègre à d'autres choses. Toi, tu es un assemblage de molécules qui se sont formées dans une quantité astronomique d'autres organismes. Chaque jour, pour maintenir ton intégrité physique, tu manges des créatures mortes par dizaines. Et quand tu mourras, les bactéries, les insectes, les vers, à leur tour, viendront te réduire en petits morceaux. Et ainsi de suite. Quant à nous, nous ne sommes pas des créatures naturelles, nous en avons bien conscience. Mais, comme tout ce qui existe, nous sommes soumis aux lois des dieux parents. Comment continuerions-nous à étudier le monde si nous n'en respections pas le cycle fondamental? Si les originaux s'étaient réparés, ils se seraient conduits en totale opposition à ce qu'ils rêvaient de comprendre, à ce que nous cherchons toujours à comprendre. En fait, les robots sont excessivement sages. Dans l'ouvrage aussi, c'est aussi ça, je pense, qui fait que vraiment j'ai eu ce sentiment très paisible tout le long. Je me suis dit, mais vraiment, il y a pas de danger ni rien, il n'y a pas d'animosité. Enfin, vraiment, les robots sont beaucoup plus sages que les hommes et ont beaucoup de choses à apporter à l'homme. Et allez, une dernière citation et après j'arrête. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé et je pense que du coup, je vais acheter quand même le tome 2 pour finir cette duologie et voir aussi quelle est la conclusion. Et puis, est-ce que l'écrivaine va répondre à cette fameuse question de quoi les gens ont besoin et quelle sera donc sa réponse à ça? Enfin bref, il y a tellement de débats philosophiques dans cet ouvrage que j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que l'écrivaine encore va développer. Je ne crois pas. La plupart des gens ne se contentent pas de survivre. Nous ne sommes plus là. Nous nous épanouissons. Nous prenons soin les uns des autres. Le monde prend soin de nous. Nous prenons soin du monde, ainsi de suite. Pourtant, à l'évidence, ça ne suffit pas, parce que mon travail est nécessaire. Les gens qui viennent à moi ne souffrent pas de la faim. Ils ne sont pas malades. Ils viennent à moi fatigués, tristes ou un peu perdus. C'est comme quand tu parlais des fourmis et de la peinture. Tu ne peux pas réduire un tout à la somme de ses composants. Nous sommes davantage, nous avons des besoins et des ambitions qui dépassent les exigences de la survie. C'est avant tout cela, la nature humaine. Ça y est, c'est la fin de ce bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu et puis que potentiellement je vous aurai donné envie de lire certains de ces ouvrages. On est sur des genres très différents, mais j'aime bien varier justement. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous montrer, mais très rapidement, ma pile à lire pour le mois de mai. Comme ça, vous savez déjà quels seront les ouvrages dont je vais parler en mai. Enfin, en mai, plutôt début juin. Si jamais ça vous intéresse, justement, à chaque fois que je monte ma pile à lire en fin de bilan lecture, n'hésitez pas à me le dire et dans ce cas-là, je ferai pareil en juin et ainsi de suite. Mais donc, au mois de mai, je vais lire ce tout petit ouvrage pour enfants, Greyfriars Bobby, qui raconte l'histoire vraie et plutôt mignonne du chien le plus connu d'Écosse, tout simplement. Ensuite, sur un style un peu plus sombre, je vais lire le roman policier La vérité sur l'affaire Harry Kéber, écrit par Joël Dicker, qui est un énorme pavé, mais qui, je pense, va se lire vite. Ensuite, je vais lire un roman contemporain et peut-être un peu une romance, mais pas romance comme vous l'imaginez, truc érotique, tout ça. Sarah Percier Ti Amo, écrit par Serena Giuliano. Et enfin, le tout dernier, il s'agit d'un service de presse. Je vais lire un roman SF post-apocalyptique
Vélum Express, écrit par Guy Roger Duvert. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous avez lu en mois d'avril. Est-ce qu'il y a des romans que vous me recommanderiez parmi vos lectures parce que vous pensez qu'ils pourraient me plaire par rapport à mes propres goûts? Comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, bref. Vous savez quoi faire, vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao!